Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résultat de mes recherches sur le style personnel du dirigeant et les jeux politiques. C'était des facteurs qui faisaient partie des explications internes qui avaient été citées dans Livian. Et donc, je me suis inspirée de cette lecture-là pour faire mes autres recherches. On va commencer par le style personnel du dirigeant. Une des lectures que j'ai faites de Bordelot de 1985 classait les approches du dirigeant en 3 approches. Donc, la première qui est les traits, donc les traits physiques, psychologiques ou de la personnalité. Je vais parler beaucoup des traits de la personnalité tantôt. L'approche comportementale, donc les comportements que les leaders adoptent ou devraient adopter. Et l'approche situationnelle, donc il y a des facteurs qui peuvent influencer le style du dirigeant. L'ouvrage principal au sujet des traits de la personnalité parle des 5 facteurs de personnalité. En anglais, on les appelle The Big Five. Cette théorie-là a été développée par Tubes and Crystal en 1961 et ça a été repris dans vraiment un très grand nombre d'ouvrages et il existe plein de tests de personnalité justement pour savoir où on se classe nous-mêmes par rapport à ces 5 facteurs-là. L'ouverture, donc, est-ce que le dirigeant et ça ne s'applique pas seulement aux dirigeants. En fait, c'est important de préciser que chaque personne, employé, employeur, a ces facteurs-là. Donc, l'ouverture, c'est l'ouverture aux nouvelles expériences, aimer apprendre des nouvelles choses. Souvent, ces personnes-là sont très créatives, ils ont beaucoup d'imagination. C'est des gens perspicaces. Il y en a qui sentent vraiment qu'est-ce qui peut s'en venir. Donc, ça fait partie des gens qui ont beaucoup d'ouverture, beaucoup de champs d'intérêt. La conscience professionnelle, ça on le remarque beaucoup chez les dirigeants qui n'en ont pas. Donc la conscience professionnelle, c'est des gens qui sont fiables, qui sont ponctuels, organisés, méthodiques, qui sont très rigoureux. L'extraversion, bon, le contraire des gens qui sont introvertis. Donc, l'énergie des gens extravertis, c'est vraiment dans l'interaction avec les autres. C'est des personnes qui sont dynamiques, qui ont beaucoup de jasettes, qui sont vraiment capables de sentir les gens aussi. Le niveau d'agréabilité. Donc, le mot le dit, est-ce que ce sont des gens agréables? Donc, c'est des personnes amicales, coopérantes, ils ont de la compassion, sont sympathiques et affectueuses. Le névrosisme, donc, c'est aussi la stabilité émotionnelle. Au test de personnalité, les gens qui ont un score élevé de névrosis, c'est des gens qui n'ont pas une bonne stabilité émotionnelle, donc qui ont des humeurs changeantes, qui ont beaucoup d'humeurs négatives, c'est des gens qui sont plus tendus. Il y a d'autres traits de personnalité que je vais passer quand même rapidement parce que chaque article en nommait d'autres et j'ai pas pu toutes les inclure, mais il y avait plusieurs articles sur la personnalité charismatique qui est des fois un des éléments de leadership négatif, mais dans d'autres, ça peut être vraiment positif. Puis il y a des exemples de noms qui sont ressortis qui vont vraiment vous aider. Donc, il y a le leader qui utilise son charme pour le bien de tous, de la collectivité. Donc, en anglais, c'était socialized, charismatic personality. Donc, ce sont ceux comme par exemple Nelson Mandela, Gandhi, qui utilisent leur charisme pour faire le bien. Mais par contre, Hitler était aussi un leader très charismatique, mais qui a utilisé son charme pour son besoin personnel, mais contre les autres aussi. J'ai vraiment pris une tangente un petit peu plus sombre dans mes lectures à cause de mon expérience personnelle et de certains leaders que j'ai eus qui étaient tout ça, les meilleurs contre-exemples de quoi faire si on est un leader, en fait. Et je suis tombée sur une panoplie d'articles en anglais, c'était The Dark Triad. Je l'ai traduit comme triade sombre, donc les narcissistes, les psychopathes et les personnalités machiavéliques. Donc, les narcissiques ont un flagrant manque d'empathie, ils se survalorisent, tout est toujours à propos d'eux. Ils rabaissent les autres, ils ont un comportement qui peut être déviant. Les psychopathes sont très impulsifs, ils font mal aux autres pour leur propre bien et c'est ça, ils peuvent être agressifs. Et les machiavéliques, dans un article, mentionnaient que ça pourrait être eux qui créeraient une bombe pour faire exploser. Sont non conformes à l'éthique, sont irresponsables, ils n'ont aucune limite pour atteindre leur but et sont
complètement moralement désengagé. J'aurais pu faire mon travail au complet là-dessus, en fait, parce que c'est vraiment passionnant pour avoir travaillé avec quelques-uns. Et ces traits de personnalité-là qui se retrouvent chez les leaders se retrouvent aussi chez, des fois, nos collègues. Et c'est vraiment intéressant d'essayer de classer les gens qu'on connaît dans des catégories comme celle-là. Bon, je vais continuer pour pas trop embarquer sur ce sujet. Maintenant, dans la deuxième approche qui était l'approche comportementale. Donc, la personnalité a une influence sur comment on agit. Et il y a des dirigeants, des leaders qui exercent une forte autorité, et il y en a qui ont moins besoin d'avoir un style autoritaire pour arriver à leur fin. Les dirigeants qui ont besoin qui exercent une forte autorité, souvent, il y a des mises en place de structures. C'est formel, c'est comme ça qu'on agit, et c'est des gens qui sont axés sur la tâche. Ils préfèrent imposer les règles et se servir des fois des autres pour leur propre gain. Parmi les comportements, c'est des gens qui sont moins ouverts aux discussions, au travail d'équipe. Et c'est vraiment, s'il y a un problème, ils vont suivre la convention collective. Ils vont suivre des procédures très rigoureuses qui sont déjà établies au lieu d'avoir plus de compassion et d'utiliser leur côté humain. C'est souvent des gens sur la défensive et quand ils ont de l'information, au lieu de la partager pour le bien, ils la gardent pour eux ou ils en donnent seulement des parties. C'est associé à des traits de personnalité comme de la dépendance, une faible capacité de comprendre les autres. Des fois, ils peuvent être un peu agressifs, mais il y a des gens qui les voient positivement, du genre, c'est des gens qui ont beaucoup d'ambition, qui ont de l'initiative, qui sont capables de décider. Les leaders qui sont moins autoritaires, c'est vraiment un leadership qui est plus participatif et il y a plus de considération. Ils sont axés sur l'humain plutôt que sur la tâche. Quand ils voient leurs subordonnés ou leurs collègues se dépasser, c'est ce qui les motive. Ils sont plus ouverts au travail d'équipe et à la discussion. Et c'est des gens qui semblent plus de bonne humeur, qui sont plus confiants en eux et qui ont vraiment un besoin d'action. Bass, en 1985, a développé un modèle, un continuum de leadership, et désolé, c'est en anglais, j'en ai pas trouvé en français, j'avais pas le temps de le faire, mais son continuum va du leadership transformationnel, qui est celui où le leader est plus actif et plus collaboratif. Au milieu, c'est le leadership transactionnel, et celui au bout du continuum, vous ne le voyez pas à cause de moi, mais c'est le laisser-faire. Et bon, le continuum a été élaboré en anglais, donc il y en a peut-être en anglais qui ne savaient pas qu'est-ce que laisser-faire veut dire, mais en français, c'est clair. Laisser-faire, c'est qu'il laisse faire. Donc, pratiquement, c'est une absence de leadership. Le leadership transformationnel, c'est celui qui est le plus, on en parle beaucoup dans les ouvrages autour de l'éducation et du changement en éducation. On parle beaucoup de leadership transformationnel. Transformationnel veut dire transformation. Donc, on veut le changement, on veut l'amélioration. Le leadership transactionnel, ça vient de transaction, donc c'est un leadership qui fonctionne sur un modèle d'échange. Tu fais ton travail, en échange, tu as une récompense. Donc, tu as une augmentation de salaire, je te fais des compliments, donc rétroaction positive. Et dans l'autre sens aussi, ton travail n'est pas bien fait ou tu n'agis pas correctement, voici la punition ou la sanction qui va avec ça. Et laisser faire, c'est l'absence de tout ça. Un thème où il y a vraiment beaucoup, encore une fois, d'ouvrages, c'est l'éthique. Donc, l'éthique personnelle aussi, c'est pas juste seulement chez les leaders, mais quand on est dans une position de gestion, de dirigeant, le fait d'avoir ou non, l'éthique a vraiment un impact sur le travail et sur la qualité du travail. J'ai mis beaucoup de textes et vous pouvez mettre sur pause et le lire. Je vais quand même passer rapidement, mais bon, l'éthique, c'est les normes, le code de conduite, qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Les gestionnaires qui sont dits éthiques, les gens trouvent que c'est des gens moraux, c'est des gestionnaires moraux. Je vais parler tout à l'heure les jeux politiques, de la politique organisationnelle, mais un leader éthique il y a un lien entre l'éthique et les jeux politiques.
il y a des leaders qui peuvent utiliser leur statut pour leur propre gain ou pour, par exemple, avoir plus de ressources pour leur équipe. Donc, il y a des jeux politiques qui se font par les leaders qui peuvent avoir une influence négative, disons, sur ce que les gens pensent d'eux. Un comportement non éthique, ben, ça nuit à la réputation parce que l'employé qui voit son gestionnaire agir de façon non morale ou contre le code de conduite porte un jugement et peut aussi imiter les mêmes comportements. Et des exemples de leadership destructeurs et non éthiques, abus de pouvoir, des courriels de menaces ou des courriels agressifs, la corruption ou encourager la corruption des employés, faire du favoritisme ou promouvoir des employés qui ne le méritent pas. Donc, tout ça, c'est vu comme non éthique. Maintenant, la troisième approche, qui était l'approche situationnelle. Hersey je pense toujours au chocolat. Hersey et Blanchard ont développé le modèle du leadership situationnel. Donc, si vous voyez en bas, je vais juste vous souligner comme ça, le degré de maturité des employés des subalternes. Donc, une maturité très élevée des subalternes indique que le gestionnaire pourrait déléguer plus. Donc, je ne sais pas si vous voyez à cause d'où la caméra est placée, mais c'est le style de leadership qui serait approprié. Donc, plus les employés sont matures, plus on peut déléguer, plus on fait confiance. Donc, c'est moins sur les tâches, mais c'est de répartir le travail et moins de gestion. Et par contre, si on a des employés qui ne sont pas très matures, ben, il faut être beaucoup plus ferme et beaucoup plus autoritaire. Donc, ça a une influence sur les comportements des leaders. D'autres facteurs qui déterminent comment un dirigeant pourrait se comporter ou son style de leadership, c'est le nombre d'employés. Plus on a d'employés, moins on peut être ouvert à la discussion parce que si tout le monde a son mot à dire, il faut que le travail se fasse. Donc, moins il y a d'employés, souvent les leaders sont moins autoritaires. Le niveau hiérarchique, apparemment, plus on est en haut dans la chaîne de commande, plus on est ouvert à la discussion. Le sexe, ben, il y a des stéréotypes, mais il y a des choses qui semblent être plus vraies que d'autres. Les femmes seraient moins portées à promouvoir l'autonomie de leurs subalternes que les hommes, et les femmes seraient plus préoccupées par les relations interpersonnelles, le sentiment des autres, puis le bien-être. La complexité des tâches. Souvent, je pense à des domaines comme l'informatique, plus la tâche est complexe et l'employé doit être vraiment spécialisé pour la faire, ben, plus il y a des chances que le gestionnaire ne soit même pas capable de les faire, qu'il ne soit pas formé pour ça. Donc, il y a besoin de faire confiance à ses employés, surtout ceux qui ont vraiment quelque chose de très complexe à faire. Donc, plus c'est complexe, plus ils sont ouverts et plus ils font confiance. La fonction, par exemple, l'enseignement, ça serait plus souple que ce qui est très machine et un travail en usine. Et la scolarisation du gestionnaire. Plus les superviseurs sont éduqués, sont scolarisés, plus ils sont ouverts. Et par exemple aussi pour concilier travail-famille, pour les problèmes personnels, ils sont plus ouverts, disons, on peut transiger avec eux plus facilement. Maintenant, les jeux politiques. Deuxième thème. J'ai mis plusieurs définitions. En gros, les jeux politiques, c'est, on appelle ça aussi jouer la politique, là, des comportements qui peuvent jouer en notre faveur. Par exemple, utiliser nos contacts pour avoir une promotion, utiliser nos contacts pour avoir un équipement spécialisé ou plus de ressources. Essayer d'avoir une promotion. Et souvent, c'est pas juste pour notre bien personnel, mais ça peut être pour le bien des gens comme nous ou qui sont alliés avec nous. Et les jeux politiques ont tendance à exclure certaines personnes. Souvent, les personnes qui ont moins de soutien ou qui ne font pas partie d'un groupe ou d'un sous-groupe dans l'organisation vont être exclus des jeux politiques. Par contre, plus il y a de jeux et moins c'est subtil, donc plus on peut les remarquer dans une organisation, ben
on peut commencer à douter des promotions de tous, incluant de nous-mêmes. Des exemples. Du lobbying pour des promotions, contourner la chaîne de commandement pour avoir des approbations, s'affilier à des clics ou, comme j'ai dit tantôt, avoir des ressources pour ton équipe en utilisant tes contacts. Par contre, si des employés ne jouent pas, comme on dit, je joue pas le jeu ou moi je joue pas à la politique, ben ça peut avoir des conséquences néfastes sur le travail de l'employé et dans l'organisation. Des gens qui deviennent frustrés contre tout ce qui se passe à l'interne peuvent être absents plus souvent, être un moins grand sentiment d'appartenance, ils peuvent être jaloux des autres, avoir du ressentiment. Il y a même des gens qui font des burn-out. Ils commencent à avoir des conflits aussi. Il y a des employés qui perdent complètement, qui prennent leur distance, qui se détachent. Et ça peut aussi, plus on voit les jeux politiques et les actions et les conséquences de ça, ben ça peut avoir un impact sur la perception de l'éthique au sein des gestionnaires. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, puis je trouvais important de le mettre là-dedans, étant donné que le monde de l'éducation est dominé par les femmes, ou disons qu'il y a un plus grand nombre de femmes que d'hommes, ben est-ce que ce qui se fait dans les organisations est nécessairement similaire dans les écoles, dans les conseils scolaires? Donc, souvent, les femmes trouvent qu'ils n'ont pas le même avantage que les hommes côté développement de carrière parce que les réseaux de jeux politiques se font surtout entre les hommes. Parce que comme on a dit tantôt, on exclut ceux qui ne font pas partie du groupe. Puis souvent, ben, les promotions des hommes amènent la promotion des autres et ils se tiennent ensemble et les femmes se sentent exclues de tout ça. Et il y a souvent plus de développement, de perfectionnement professionnel pour les hommes que pour les femmes qui doivent travailler fort pour obtenir la même chose. Plus de réflexion. Ben, justement, ce qui me fait me poser la question que le ratio homme-femme, si je pense dans les postes plus haut placés, direction de l'éducation, les surintendants, les directions d'école, compte tenu du nombre d'hommes dans l'enseignement versus de femmes, mais pourquoi il y a autant d'hommes à la direction? Puis, est-ce que c'est parce que les femmes sont moins intéressées? Est-ce que c'est parce que la famille est plus importante? Puis c'est un travail qui est plus exigeant, disons, en temps et en énergie que l'enseignement? C'est une question à se poser. Ou est-ce que c'est parce que les traits de personnalité des hommes font qu'ils choisissent des postes comme ça? Beaucoup de littérature pour l'éducation, je l'ai mentionné rapidement tantôt, mais il y a beaucoup d'ouvrages sur le leadership transformationnel. Si ça vous intéresse, pour amorcer le changement dans vos écoles, Michael Fullan et Ken Leafood ont beaucoup d'ouvrages là-dessus. Et ce qui me fait me poser des questions aussi, parce que est-ce que les traits de personnalité, dans mon travail écrit, j'en parle, mais il y a une thèse de doctorat d'une dame en Californie qui a fait l'étude de toutes les directions d'un conseil scolaire pour déterminer c'était quoi les traits de personnalité des directions à l'élémentaire, à l'intermédiaire et au secondaire, et d'essayer et elle aussi fait un parallèle avec le style de leadership, donc transformationnel, transactionnel ou laisser-faire. Et c'est tellement intéressant. Donc, les gens les plus ouverts sont au secondaire versus les laisser-faire aussi sont plus au secondaire. Donc, je pourrais en parler pendant 15 minutes, mais c'est dans mon travail écrit. Mais si vous faites une recherche, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, c'est de voir est-ce que les conseils scolaires choisissent leur direction selon le trait de personnalité pour le changement qu'ils cherchent dans une école ou dans une région. Les réflexions, moi, j'ai vraiment adoré les recherches sur... il y a The Dark Side of Leadership and Management. Puis, ça parle vraiment aussi des personnalités qui sont difficiles, le leadership qui n'est pas éthique. Et
des réflexions sur les générations dans le même lieu de travail. On a les milléniaux qui arrivent, on a encore des baby boomers qui n'ont pas pris leur retraite. Donc, c'est comment gérer parce que ces générations-là ont besoin d'un style de leadership et ont des comportements différents. Donc, en tant que leader, il faut vraiment s'adapter à notre clientèle. Donc, les conseils pour mes collègues, ben, comme je viens de dire, ayant plusieurs générations, c'est important de connaître nos employés, nos subordonnés, nos collègues. Et même si on n'est pas à la direction, de connaître nos collègues, ça nous aide vraiment à être capable de déterminer comment on devrait agir afin d'avoir un meilleur impact et des meilleures relations au travail. Attention, bon, une chose qui est importante, il faut se connaître nous-mêmes et connaître les autres. Il y a plein de tests de personnalité sur Internet. Allez en faire. De savoir votre personnalité peut vous aider à déterminer si vous seriez un gestionnaire qui serait plus transformationnel, transactionnel ou laisser-faire. Faites attention à vos comportements. C'est important de montrer l'exemple, de respecter les autres, de toujours avoir un comportement qui est éthique. Et attention au travail émotionnel. Des articles sur le stress et sur tout ce qui l'aspect plus négatif pour les gestionnaires, c'est qu'il faut convaincre les autres, il faut vendre notre salade. Donc, les émotions qu'on doit montrer ne sont pas nécessairement les émotions qu'on ressent. Je fais juste penser à moi, je ne suis pas dans une position de leadership, mais je travaille au ministère de l'Éducation. Il y a beaucoup de changements ces temps-ci, donc il faut qu'on montre qu'on embarque dans ce qui se passe, quand parfois ça peut être vraiment contre nos valeurs, mais on ne peut pas le montrer. Donc, c'est d'apporter un comportement qui est contraire à ce qu'on ressent. Et il faut essayer de convaincre les autres. Donc, il faut avoir des comportements spécifiques. Et on attend que les leaders, ils sachent tout. On s'attend qu'ils aient un savoir, un savoir-faire et un savoir-être exemplaire à tout moment, tout en faisant preuve d'empathie aussi pour tout le monde et chacune des situations qui arrivent à chaque personne dans leur environnement, ce qui peut souvent amener au burn-out, à la dépression et aux directions d'école. Je vais juste penser aux directions qui s'en vont en congé maladie ou qui décident de retourner en enseignement parce que c'est trop difficile. Un autre conseil pourrait être de jouer la politique, mais de la jouer intelligemment. Pas la jouer contre les autres ou vraiment pour leur bénéfice, mais il y a des formations. Michel Poirier donne une formation qui s'appelle Sens politique. Oh non, je pensais que j'avais la diapo après, mais une formation de Michel Poirier qui s'appelle Sens politique, c'est à Montréal. Je sais qu'il y a déjà eu des conseils scolaires qui ont remboursé les frais, mais je pense en tout cas, aujourd'hui, je suis pas sûre que les conseils ont beaucoup d'argent, mais prenez des formations sur comment jouer la politique. Apparemment, et j'ai plein de collègues qui l'ont fait, qui m'ont dit non, il faut que tu y ailles, c'est vraiment intéressant. Donc, je sais que j'ai dépassé le temps beaucoup, je suis désolée. Mais merci d'avoir écouté et je vous ai laissé vraiment plein de références sur le style personnel du dirigeant et sur les jeux politiques. Avec la bibliothèque de l'Université d'Ottawa, comme c'est difficile d'arrêter de lire parce qu'une chose amène à l'autre et on veut, en tout cas, quand ça nous intéresse comme sujet, c'est difficile d'arrêter de faire des lectures. Donc, je vous remercie beaucoup de tout du temps que vous m'avez accordé et bonne journée!